Les amis, regardez cet homme. Il est assis sur une véranda, replié sur lui-même, le regard fixé sur deux petits objets posés devant lui. Ces deux objets, c'est une main et un pied. Oui, une main et un pied. La main et le pied de sa fille de 5 ans. Elle s'appelait Boali. Et maintenant, si je te disais qu'il y a un lien entre ceci et notre image, saurais-tu lequel? On y reviendra, mais poursuivons. Cette photographie a été prise le 14 mai 1904 dans un village du bassin du Congo et aujourd'hui je vais vous raconter ce qu'elle cache. Parce que derrière cette image se trouve l'un des plus grands crimes de l'histoire coloniale, mais aussi l'une des premières grandes campagnes pour les droits humains. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant de poursuivre, on s'abonne, on partage, on like. Nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Retenez bien ce nom car il est trompeur, car cet État n'était indépendant de rien mais la propriété personnelle d'un seul homme, le roi des Belges Léopold II. Attention, je n'ai pas dit la propriété de la Belgique, j'ai dit la propriété de Léopold II. Sa propriété à lui, attribuée lors de la conférence de Berlin de 1885, quand les puissances européennes se partageaient l'Afrique autour d'une table. Et que voulait Léopold de ce territoire immense? Une chose précise, le caoutchouc. À cette époque, l'automobile explose. Les pneus se vendent par millions et le caoutchouc devient une matière première qui vaut de l'or. Or, le sol congolais en regorge. Pour l'extraire, Léopold II met en place un système terrible. Chaque village reçoit un quota de caoutchouc à livrer. Et pour faire respecter ce quota, des compagnies concessionnaires se partagent le territoire. Celle qui nous intéresse ici s'appelle l'ABIR, l'Anglo-Belgian Indian Rubber Company. Ces compagnies exploitent des sentinelles armées pour terroriser les populations congolaises. Le système est simple et monstrueux. Si le quota n'est pas atteint, on punit, on fouette, on prend des otages, on brûle des villages, on coupe des mains. La main coupée servait même de preuve comptable pour montrer qu'une cartouche n'avait pas été gaspillée. Cartouche gaspillée. Mais voilà le contexte. Revenons à notre homme sur la véranda. Il s'appelle Nzala. Il vient du village de Wala. Ce 13 mai 1904, les sentinelles de l'Abir arrivent dans son village avant la date prévue de la collecte. Je répète, avant la date prévue de la collecte. Bien évidemment, le caoutchouc n'est pas prêt. Et là, ce qui se passe dépasse l'entendement. Les gardes tuent sa femme. Ils tuent sa fille Boali, 5 ans. Ils tuent un autre enfant du village, puis ils découpent les corps, les font cuire, les mangent. Soyons prudents, le détail du cannibalisme repose sur les témoignages missionnaires de l'époque, Harris, Stannard, repris dans la légende de Morel. C'est la version transmise par les sources, mais elle vient d'un seul camp, celui des réformateurs, et n'a pas de compte source indépendante. Le reste de leur récit est solidement documenté. Je tenais à le signaler. Pendant qu'il prépare ce festin, Nzala parvient à récupérer en secret la main et le pied de sa fille. Il les enveloppe dans des feuilles, tout ce qui lui reste d'elle. Le lendemain, c'est-à-dire le 14 mai, il marche jusqu'à la mission voisine de Baringa. Il porte son petit paquet de feuilles. Et là, il rencontre une femme. Cette femme s'appelle Alice Seeley Harris. C'est une missionnaire britannique arrivée au Congo en 1898 avec son mari. Et il faut insister sur ce point car l'histoire a longtemps attribué cette photo à son mari. C'est faux. C'est elle, Alice, qui tient l'appareil. Un simple Kodak Brownie, un petit appareil de poche qu'elle avait emporté de Londres. Quand Nzala ouvre le paquet devant elle, Alice est bouleversée. Elle lui demande de s'asseoir sur la véranda de la mission avec les restes de sa fille posés devant lui. Et elle prend la photo. Cette photo. Maintenant, comprenez bien ce qui se joue à cet instant. Une image vient de naître qui va voyager à travers le monde. Car Alice et son mari ne gardent pas cette photo pour eux. Ils rentrent en Europe et la confient à un homme déterminé, le journaliste Eddy Morel. La même année en 1904, Morel fonde la Congo Reform Association, la première grande association internationale de défense des droits humains. Et leur âme principale, c'est l'image. Ils diffusent la photo de Nzala dans des livres, dans des brochures, des journaux. Mais surtout, ils organisent des conférences à l'antenne magique, vous savez, l'ancêtre du projecteur de diapositives. En 1906, Alice et John Harris partent en tournée aux États-Unis. 200 réunions dans 49 villes, dans des salles plongées dans le noir. Le public découvre, projeté sur un mur, le visage de Nzala et les restes de sa fille. L'effet est immense. Dans ces salles obscures, l'opinion bascule. Mais soyons précis car c'est important. Cette photo n'a pas renversé Léopold II à elle seule. Elle s'inscrit dans une bataille bien plus large. Il y a le rapport officiel du diplomate Roger Casement en 1904 qui donne une caution gouvernementale aux accusations. Il y a la commission d'enquête de Léopold II lui-même qui finit par reconnaître une partie des abus. Il y a également la pression diplomatique de Londres et de Washington. Et il y a des centaines de témoignages de missionnaires. La photo de Nzala est l'une des pièces les plus puissantes de ce dossier,
mais elle est une pièce parmi tant d'autres. Ensemble, ces forces deviennent impossibles à ignorer. En 1908, sous cette pression accumulée, Léopold II est contraint de céder le Congo à l'État belge. Il ne perd pas son trône, il reste roi des Belges. Mais il perd ce territoire qui était sa propriété personnelle. Et la campagne menée autour de cette image y a fortement contribué. Mais avant de conclure, je vais vous laisser avec une question dérangeante. Car cette image n'est pas seulement un objet d'admiration. Réfléchissez. Cette photo inaugure une tradition. Celle de la photographie humanitaire qui utilise l'image de la souffrance africaine pour émouvoir un public occidental lointain. Cette tradition a sauvé des vies, c'est indéniable. Mais elle a aussi installé quelque chose de plus trouble. Une habitude où le corps africain qui souffre devient un spectacle exposé au regard de l'Occident pour provoquer son émotion. Et cette tension existe encore aujourd'hui. Dans des campagnes d'ONG, dans les reportages, dans les images de famine ou de guerre. Qui regarde? Qui est regardé? Et au nom de quoi? Et il y a un dernier détail qu'il ne faut jamais oublier. Dans toute cette histoire, le premier acte de résistance n'est pas venu d'Europe. Il est venu de Nzala lui-même. C'est lui qui a ramassé les restes de sa fille. C'est lui qui a marché jusqu'à la mission. C'est lui qui a voulu que le crime soit vu. La photo existe parce qu'un père africain a refusé que sa fille disparaisse dans le silence. Souvenez-vous de son nom, Nzala de Wala, et de celui de sa fille, Boali, 5 ans. Vous pouvez me retrouver également sur mes chaînes Code d'Histoire, YouTube, TikTok et Facebook. Code d'Histoire. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt.